On a beaucoup parlé dernièrement de cette idée de s'extraire de la médiocrité ambiante, tu sais, de refuser de faire partie de ce fameux club des 95%. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal creusé ce sujet. Bah, aujourd'hui, pour continuer cette exploration, on va faire un zoom sur l'instant le plus décisif de la journée, le moment précis où tout bascule au quotidien. La fameuse sonnerie du réveil, j'imagine. Exactement, la seconde précise où l'alarme retentit. Et la grande question qu'on aborde aujourd'hui, elle est assez frontale en fait, c'est de se demander pourquoi on prend la peine de sortir du lit le matin. Ah bah c'est une excellente question ça. Et la réalité, d'après les sources qu'on analyse, elle est plutôt inconfortable. C'est clair, parce que si on est honnête, la majorité des gens le font par pure obligation. Ouais, c'est ça. Aller au travail, s'occuper des enfants, payer les factures. Voilà, c'est exactement ça. Et les textes suggèrent que si on donnait le choix aux gens, bah, s'ils avaient aucune de ces contraintes, la plupart resteraient simplement sous la couette. Ce qui en dit long sur notre motivation intrinsèque, en fait. Grave. J'aime bien cette analogie qu'on retrouve dans l'analyse, qui compare leur réveil à un contrat journalier avec la vie. Un contrat journalier aïe. C'est-à-dire. Bah, chaque matin, à la seconde où tu ouvres les yeux, on te tend ce contrat. Et la question, c'est est-ce que tu le signes avec enthousiasme ou est-ce que tu essayes de le cacher sous l'oreiller en espérant qu'il disparaisse? Ah, c'est super visuel comme image. Et ça me fait penser immédiatement à une citation de Georges Lorimer qui est mentionnée dans nos documents. Vas-y, je t'écoute. Il dit Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé ». Et ça souligne vraiment que ce premier rituel, l'action de se lever, c'est le plus influent de la journée. C'est ce qui donne le ton, quoi. Tout à fait. Ça donne la tonalité psychologique de toutes les heures qui vont suivre. Sauf que, bon, on va pas se mentir, pour beaucoup de gens, le meilleur ami du matin, c'est le bouton répétition, le fameux snooze. Ah, le bouton snooze, le grand classique. Bah oui, on a tendance à voir ça comme une petite indulgence super inoffensive, genre on gratte juste 9 minutes de sommeil en plus. Sauf que la perspective apportée par nos sources, elle est beaucoup plus radicale que ça. Appuyer sur ce bouton, c'est pas inoffensif du tout. Ah ouais? Genre, c'est si grave que ça de décaler son réveil de 10 minutes? Bah, en fait, c'est décrit comme un véritable acte de résistance face à sa propre existence. Waouh! Un acte de résistance carrément. Ouais, parce que chaque fois que tu appuies dessus, le message que tu envoies à l'univers est super clair. C'est littéralement je préfère rester inconscient plutôt que de vivre activement ma vie. D'accord, alors là je vais faire un peu l'avocate du diable. Je t'en prie. Est-ce qu'on dramatise pas un peu le truc là? Je veux dire, quand t'es crevé, t'es crevé. C'est pas juste le signe d'une grosse fatigue physique plutôt qu'une énorme crise existentielle ou un rejet de sa propre vie. C'est une objection super valide, et il y a évidemment une composante physique. Mais il faut regarder les données psychologiques de nos textes. Elles expliquent que le fait de repousser le réveil, ça engendre un dialogue intérieur super négatif. Ah, le fameux petit vélo dans la tête dès le matin. Un cycle qui est souvent lié à des états dépressifs d'ailleurs, si je me souviens bien. C'est ça. On se réveille désespéré, on passe une journée hyper anxieuse, et on s'endort le soir avec le même poids. C'est une boucle. Alors que de l'autre côté, se lever avec passion, avec un but précis, c'est le trait commun de plein de personnalités accomplies. Ouais, les sources mentionnent des gens comme Oprah Winfrey, Bill Gates ou même Albert Einstein. Leur secret, c'est pas d'être immunisé contre la fatigue. Non, leur secret, c'est qu'ils ont une finalité tellement claire qu'elle est plus forte que l'envie de rester dans le confort du lit. Ils subissent pas leur réveil. Ok, je vois très bien l'idée. Mais ça m'amène à faire un lien super logique. Si on est fatigué au point d'appuyer sur snooze, c'est sûrement qu'on manque d'heures de sommeil, non? C'est mathématique. Eh ben, figure-toi que c'est là qu'on touche à un énorme mythe. Nos sources amènent une vérité hyper contre-intuitive là-dessus. Ah bon? On n'a pas besoin de nos 8 heures réglementaires? Bah, il n'existe en fait aucun nombre magique d'heures de sommeil. Attends, vraiment? Pourtant on entend ça partout. Je sais, mais regarde les données de la National Sleep Foundation qui sont citées. Leurs recherches montrent que les durées de sommeil très longues, genre 9 heures et plus, sont en réalité associées à une morbidité accrue. Une morbidité accrue. C'est-à-dire plus de maladies, des trucs comme ça? Ouais, plus de maladies chroniques et même des taux de dépression plus élevés. Ça remet totalement en cause l'idée reçue que plus on dort, mieux on se porte. Ça, c'est dingue. Du coup, ça rejoint complètement cette expérimentation clinique fascinante dont parlent les textes, sur la connexion entre l'esprit et le corps. Ah oui, l'expérience sur la quantité de sommeil et l'anticipation. Elle est incroyable, cette étude. J'ai adoré lire ça. Tu peux nous détailler un peu le processus pour qu'on comprenne bien? Bien sûr. En fait, le constat de l'étude, c'est que ton ressenti au réveil dépend beaucoup moins du nombre d'heures que tu as dormi que de ton anticipation de la fatigue. Donc, ce qu'on se dit dans notre tête avant de dormir.
Exactement. Si une personne est persuadée qu'elle a absolument besoin de 8 heures pour fonctionner et qu'elle voit qu'elle ne va dormir que 6 heures, elle va s'endormir en se disant « je vais être épuisée demain ». Et ça devient une prophétie autoréalisatrice. Totalement. Le cerveau valide cette angoisse et le corps se réveille épuisé. En fait, c'est littéralement l'effet placebo du sommeil, l'esprit qui dicte la réalité physiologique du corps. C'est la meilleure analogie possible, ouais. Le cerveau agit comme un pharmacien interne. Et l'étude va encore plus loin. Avec les affirmations positives, c'est ça? C'est ça. Ils ont pris des participants qui ne dormaient que 5 voire 4 heures. Mais au lieu de stresser, ils devaient utiliser une affirmation forte avant de s'endormir. Genre quoi comme affirmation? Un truc du style Merci de m'accorder ces 5 heures de sommeil. C'est précisément ce dont j'ai besoin pour me régénérer et me sentir plein d'énergie demain. » Et ça marche, hein? Juste en se disant ça. Les résultats sont fous. En changeant cette perception, en désactivant l'anxiété du manque, le corps accomplit des miracles. Les gens se réveillaient revitalisés, même avec très peu d'heures. C'est hyper puissant comme mécanisme. Et d'ailleurs, pour ramener ça à une valeur super pratique, on a tous déjà vécu ce truc sans s'en rendre compte. Tu penses à quoi? Au fameux effet du matin de Noël. L'expérience de l'enfance par excellence. Ah oui, le matin de Noël, c'est l'exemple parfait pour illustrer ça. Mais oui, rappelle-toi, pourquoi quand on est gamin, on arrivait à se réveiller à 5 heures du matin le jour de Noël, sans aucun effort. Alors qu'on avait à peine fermé l'œil de la nuit à cause de l'excitation. Exactement. On débordait d'énergie, malgré une nuit microscopique. Et on retrouve ça adulte, genre la veille d'un départ en vacances pour une destination de rêve? C'est jamais une torture de se lever à 4 heures du matin pour prendre l'avion des vacances. Jamais. Et ça prouve bien que la fatigue peut être complètement effacée par l'anticipation. C'est l'idée centrale qu'il faut retenir. Dans ces moments-là, on a tellement hâte de se réveiller que la biologie suit. L'objectif de toute cette réflexion, c'est vraiment pas de s'imposer une torture matinale. Ouais, on n'est pas dans le culte de la souffrance pour la souffrance. Pas du tout. Le vrai but, c'est de réussir à recréer cette expérience de réveil enthousiaste, mais chaque jour. D'accord, mais comment on fait ça un mardi de novembre sous la pluie? Il s'agit de se forger un but, de trouver un objectif tellement exaltant qu'on bondit hors du lit. Non pas parce qu'il le faut pour payer le loyer, mais parce qu'on le souhaite sincèrement. Pour se construire une existence extraordinaire, quoi. On passe de l'obligation à l'intention. Exactement. Et ça, c'est l'idée clé pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Modifier sa perception du réveil, c'est reprendre le contrôle. C'est agir sur le premier domino de la journée. C'est ça. En changeant ces 5 premières minutes, c'est la trajectoire de sa vie tout entière qu'on modifie. On arrête de subir la journée dès la première seconde. C'est une super conclusion. Ça donne envie de revoir toute sa routine. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Oh, j'aime bien les pensées provocatrices, vas-y. Si on suit la logique de tout ce qu'on vient d'analyser, si l'énergie de demain matin est dictée par la toute dernière pensée qu'on a ce soir avant de fermer les yeux, la question c'est, quelle sera cette pensée ce soir? Ah, oui, le choix avant le sommeil. Voilà. Est-ce qu'on va programmer notre propre fatigue en angoissant sur le réveil, ou est-ce qu'on va consciemment programmer notre enthousiasme pour la journée à venir? C'est une sacrée responsabilité, en fait. C'est clair. La vraie liberté, elle commence peut-être là, sur la table de chevet, juste avant de dormir. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.